Bonjour et merci d'être avec nous une nouvelle fois pour ce nouveau MAG. Comme vous le savez, chaque vendredi, nous accueillons un nouvel invité pour parler de l'actualité sociale, économique et politique du territoire de l'Aunis, mais aussi de la Charente-Maritime. Là, on va étendre un petit peu le débat puisqu'on va essayer de couvrir toute la Nouvelle-Aquitaine, cette très grande région. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Luc Servant, qui est le président de la Chambre d'agriculture régionale, donc de Nouvelle-Aquitaine. Et pour discuter avec notre invité, deux journalistes, Antoine Collin. Bonjour. Et Yannick Picard. Bonjour. Bonjour, monsieur Servant. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, comme je le disais, le président de la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine depuis décembre 2020. Vous avez été élu en 2020. Vous en étiez le vice-président depuis 2015, donc c'est quand même un sujet que vous connaissez, surtout que vous étiez aussi président de la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime, le territoire sur lequel nous sommes. Et puis vous êtes agriculteur à Benon. Vous êtes toujours agriculteur à Benon, rassurez-moi. Oui, effectivement. Depuis 1991, c'est ça ? Exactement. Voilà, sur à peu près 180 hectares, c'est ça ? Voilà, c'est ça, oui. C'est assez important quand même, ça demande du boulot. Alors vous nous expliquez comment vous conjuguez votre métier d'agriculteur qui prend normalement énormément de temps, et puis en plus, président de la Chambre d'agriculture régionale, là aussi, ça doit être quelque chose de... Ça fait du travail. Ça fait du travail. Lors de votre élection, vous avez déclaré à la presse que vous aviez un regard plutôt pessimiste sur l'avenir. Donc on était en 2020, je le rappelle. Crise sanitaire, crise climatique. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine ? Est-ce que vous avez changé d'avis en disant on va vers des journées plus clémentes ou des mois plus sympas, ou c'est toujours le même constat où ça va pas, quoi ? Alors je crois qu'il faut qu'on distingue la situation actuelle sur la conjoncture actuelle, et si en 2020 j'étais plutôt pessimiste, c'est vrai qu'on était dans un cycle de difficultés économiques pour l'agriculture, de crise économique, on était en plein Covid, mais si on se fixe par contre un horizon à plus long terme, là je pense qu'aujourd'hui, et moi en tout cas, je suis très 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 optimiste. Alors ça fait quand même plusieurs années maintenant où on a des cours assez bas, des difficultés, on y reviendra je pense sur des crises sanitaires, des crises économiques, assez compliquées pour le monde agricole à prendre sa place, j'irais presque à dire. Alors que depuis 2 ans, je crois que les choses ont quand même clairement changé. La crise du Covid, la crise sanitaire a montré le rôle de l'agriculture, et l'agriculture a pu tenir à ce moment-là et a montré qu'on pouvait assumer l'alimentation des populations et des Français. Depuis quelques jours, on a une autre crise qui est arrivée, c'est ce conflit qui montre, on va aussi en parler, qui montre l'importance de l'agriculture. Et il y a aussi, depuis quelques années, ce qu'on voit apparaître, c'est la place de l'agriculture ou le rôle de l'agriculture sur d'autres enjeux. La question de la crise climatique qui s'amplifie et dont on voit de plus en plus l'impact qui va être fort. Le dernier rapport du GIEC qui montre que les choses s'accélèrent et vont encore plus loin que ce qu'on pouvait prédire ou estimer dans le réchauffement climatique. Et là, on se dit que l'agriculture a un rôle primordial, et j'irais presque à dire essentiel, dans justement la possibilité de capter du carbone pour limiter ce réchauffement climatique. Et à côté, on a aussi des enjeux de biodiversité. On voit aussi des difficultés dans la biodiversité qui a tendance quand même à peut-être pas à disparaître, mais en tout cas à connaître des moments difficiles. Et là, on se dit que l'agriculture, si on a peut-être une certaine responsabilité dans cette situation, on doit aussi pouvoir faire quelque chose, intervenir pour justement remettre tout ça de manière un peu plus équilibrée. Donc aujourd'hui, je crois que les enjeux pour l'agriculture sont immenses. La question alimentaire, sécurité, souveraineté alimentaire, on va en reparler, je crois, sont aujourd'hui des enjeux cruciaux. Et l'agriculture a toute sa place là-dessus. Donc je dirais qu'à long terme, je suis très optimiste. L'agriculture va être essentielle, va avoir une place primordiale dans la société. Et en même temps, on a ces situations économiques un peu difficiles depuis quelques années, que la question de l'élevage, de la grippe aviaire, beaucoup de sujets compliqués dans la région, qui font que c'est effectivement un passage difficile pour le monde agricole. Seulement 2 années pour changer de posture, c'est-à-dire de passer d'une posture pessimiste à optimiste maintenant, ce que vous venez de dire. Pourtant, c'était une situation compliquée, comme le rappelait Ludovic, avec le Covid. Alors, qu'est-ce qui a fait en si peu de temps que vous changez votre position ? Mais les choses peuvent aller très vite. On a vu depuis en moins d'1 mois, avec le conflit en Ukraine, et on a tous une pensée pour eux, mais on voit les conséquences très larges qu'il peut y avoir. Et on a vu qu'en quelques jours, on a une flambée des matières alimentaires, parce qu'à un moment donné, on a senti que finalement, les choses étaient très fragiles.
On était sur des marchés mondiaux, sur la production mondiale très, très fragile. La question climatique qui est derrière, on a vu en un an et demi, que finalement, et je reviens sur le rapport du GIEC, mais les situation climatique qu'on a eu, des sécheresses, le gel du mois d'avril qui a déclenché dans la tête de beaucoup de personnes, je crois, la fragilité finalement de notre économie ou de notre agriculture par rapport à un changement climatique. Et les choses, je trouve, depuis un an et demi, vont très très vite et on succède les crises sanitaires, les crises économiques, les crises géopolitiques qui montrent, je crois, que les choses ne sont pas tout à fait inscrites dans le temps ou dans le marbre, comme on pourrait le penser, pour une durée très longue. Et donc peut-être un changement de regard du Kidam vis-à-vis de la profession agricole. Alors ça, on le ressent aussi, et en moins de 2 ans. On n'est peut-être plus dans l'agro-bashing aujourd'hui. Voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'agri-bashing. En moins de 2 ans, il y a 2 ans tout juste, hein, on était renfermés pour presque 2 ans et personne ne pouvait le penser. Et là, on a vu très rapidement un regard différent vis-à-vis de l'agriculture. On a vu que les gens se sont tournés vers les agriculteurs locaux parce que la crainte justement de ne pas avoir cette sécurité alimentaire, mais tout le monde s'est intéressé un peu à l'agriculture qu'il y avait autour de chez soi pour aller voir les producteurs et aller acheter des produits locaux. Le questionnement aussi sur l'origine des produits, si les virus ce voyage ou se déplace, est-ce que finalement ce qu'on mange et qui vient de loin, est-ce que c'est bien, est-ce qu'on a une certaine sécurité par rapport à ce qu'il y a près de chez nous. Donc ça c'était il y a 2 ans, donc c'est pour ça où les choses vont très vite. Et puis la conséquence du conflit, le gel même de l'an dernier, je crois qu'a marqué, alors peut-être pas dans la tête de tout le monde, mais chez les agriculteurs, en quelques heures, quelques jours de gel il y a tout juste un an, on a perdu 30 à 60% de la production. Les pruneaux par exemple, on a perdu 70% de la production. La production viticole qui a baissé de 30 à 40% en quelques heures. Et là, on s'est tous dit, mais effectivement, les choses peuvent bouger très vite. Et la partie alimentaire, c'est quand même primordial. Enfin, on a tous besoin de manger tous les jours. Et je crois qu'il y a eu des fortes interrogations, des questions fortes. Une prise de conscience aussi de l'ensemble des problématiques. Alors, revenons à la Nouvelle-Aquitaine, parce que c'est aussi le sujet de cette émission. Antoine. Oui, on voulait savoir, en Nouvelle-Aquitaine, cela représente combien d'agriculteurs au total ? Alors on a eu un recensement là, dont les chiffres sont tout juste sortis depuis quelques semaines, puisqu'on a un recensement complet de l'agriculture tous les 10 ans. On a vu 2010, on a les chiffres qui viennent de sortir en 2020, et donc on a 63 500 exploitations en Nouvelle-Aquitaine, une baisse de 23% depuis 10 ans, puisqu'on était à 85 000 exploitations. C'est dans la moyenne de la baisse française, puisqu'effectivement on baisse, mais ça depuis très très longtemps. Quand on parle d'une baisse de 2 à 2,5% des exploitations agricoles par an, c'est ce qu'on constate depuis 50 ans. Par contre, on a une baisse des exploitations, mais ce qui est un peu différent et ce qui montre justement un visage différent de l'agriculture française, on a moins de baisse si on compte les emplois. Les emplois dans l'agriculture, dans les exploitations, on est que à moins 11%. Mais ça veut dire qu'il y a peut-être moins d'exploitations agricoles, mais il y a plus d'emplois, il y a plus de salariés dans les exploitations agricoles. Et ça, je crois que c'est un nouveau visage et on y reviendra aussi. On peut avoir des plus grandes exploitations, mais au sein même où il y a de ces exploitations, il y a des nouveaux installés, des jeunes, des conjoints, des salariés qui viennent participer dans cette exploitation. Parce que l'agriculture, c'est vrai que c'est parfois une prise de risque. Il y en a qui veulent travailler dans l'agriculture, mais tout le monde ne veut pas prendre le risque de s'installer. La question du rachat d'une exploitation pour s'installer, par exemple. Finalement, on voit que les choses se réorganisent. Mais ça veut dire qu'il y a de la demande dans l'agriculture. Et quand on regarde justement l'ensemble des chiffres, il y a aussi des secteurs qui ne sont pas couverts en termes d'emploi. C'est ce qu'on a vu aussi depuis 2 ans, hein, un secteur gourmand en main-d'œuvre, mais qui ne trouve pas toujours des emplois. Et la nécessité parfois de faire appel à de l'emploi extérieur pour tout ce qui est main-d'œuvre, hein, sur la taille, sur les fruits et légumes, sur l'élevage. Donc un secteur qui est demandeur aujourd'hui, qui recrute, mais difficulté à trouver les emplois. Oui, comment convaincre les jeunes justement de prendre le pari de devenir agriculteur aujourd'hui Ou devenir agriculteur, mais aussi de devenir salarié d'une exploitation, parce que c'est pas un métier facile, quoi. Hein. On va Alors c'est effectivement une mission importante qu'on se donne nous, au niveau des chambres d'agriculture, et par rapport à l'évolution que l'on citait depuis 2 ans, c'est déjà de donner une autre image de l'agriculture, en disant l'agriculture est un secteur qui recrute, qui emploie, qui est indispensable à la souveraineté et à la sécurité alimentaire. Et on voit les derniers propos, même si c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de place dans la campagne présidentielle, mais on voit quand même des propos en disant il faut qu'on sécurise notre agriculture nationale, ce qui est peut-être aussi un peu nouveau.
Et de dire aussi, il y a une demande du consommateur, du citoyen, de trouver de la production locale, les circuits courts, on voit que tout ça se développe. On va parler peut-être aussi des fruits et légumes, on importe de plus en plus, il faut qu'on relocalise. Et là, il y a aussi un intérêt pour certains jeunes qui voudraient s'installer dans la vente directe, qui aiment aussi le goût du contact. Et puis dire que l'agriculture, c'est aussi d'autres missions, d'autres enjeux sur la question climatique, sur la question de l'aménagement du territoire, de la biodiversité. Donc quand on s'installe agriculteur aujourd'hui, on peut monter son projet qui va être très différent. Il n'y a plus un seul projet pareil, puisqu'il y en a un jeune qui va s'installer en production laitière pour faire de la transformation et la vente directe, de l'autre qui va s'installer en fruits et légumes, un autre qui va s'installer avec plutôt l'idée de gérer un territoire et de faire de l'agrotourisme. Enfin, donc ça veut dire que l'agriculture se compartimente, c'est ça? Il y a plus de petites choses. Alors, avant, on avait où l'agriculteur faisait tout. Quelque part, presque. Hein, et là, on a plus des ciblages et focus sur certains métiers et ça compartimente, c'est ça? Alors, moi, je dirais qu'il y a plutôt beaucoup de nouvelles opportunités pour s'installer. Je ne sais pas si on peut parler vraiment de production très spécifique, puisque justement, l'agriculteur, il va produire, transformer, il va faire de la prestation environnementale, de la production alimentaire, enfin, beaucoup de choses qui apparaissent. Donc, au contraire, il se diversifie, en fait, voilà, pour pouvoir... Et il y a une multitude d'opportunités. Et c'est vrai que si avant, on parlait un peu de modèles, on parlait de modèles agricoles ou de modèles d'exploitation agricole, le jeune, il reprenait une exploitation céréalière des parents, il reprenait une exploitation laitière ou de viticulture. Là, en fait, on voit que ça peut être très, très différent entre de la transformation, de la vente, des nouvelles productions qu'il y avait différemment, des grandes exploitations, des petites exploitations. Et donc, il faut qu'on puisse montrer déjà qu'il y a une grande diversité et qu'on puisse accompagner chaque jeune qui, justement, veut s'installer dans l'agriculture. Et les chiffres qu'on a, même en Charente-Maritime, on a un point accueil-installation, c'est-à-dire un jeune qui serait intéressé par l'agriculture, c'est la première porte d'entrée. Je vais au point info accueil-installation en agriculture pour déjà échanger une première fois de projet, et on a entre 350 et 400 jeunes par an qui viennent frapper à la porte en Charente-Maritime de ce point info en disant j'ai un projet qui peut être très vague, hein. Certains c'est très précis, d'autres c'est une vague idée, est-ce que je peux finalement travailler un peu ce projet? Sauf que sur ces 350, il n'y en a qu'une cinquantaine qui s'installent. Donc, oui, c'est ça. C'est ça. Parce qu'on peut se dire, c'est très bien, il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup d'envie, il y a des jeunes, 350, comme vous le disiez, etc., une cinquantaine au bout de compte. Mais est-ce que ces futurs agriculteurs vont pouvoir manger correctement? C'est-à-dire que s'il y a trop d'agriculteurs, forcément, on se partage la part du gâteau, et il y en a, la part du gâteau, elle est plus petite pour chacun. Comment ça peut fonctionner, ça? Ou alors on se dit, mais non, sur les 20-30 ans, on a une telle progression que de toute façon, c'est bon, tout le monde va pouvoir, entre guillemets, manger à sa faim. Est-ce que le pari n'est pas trop élevé pour ces jeunes agriculteurs? Quand on voit le réchauffement climatique, les sécheresses que ça apporte, si on prend juste l'exemple des viticulteurs, aujourd'hui, les années s'enchaînent et la sécheresse, la grêle, tout ça, alors, pour un jeune viticulteur, ça donne pas envie de prendre le pari. Le risque, il est là, mais il a toujours été là. Je dirais que c'est presque le propre de l'agriculture. On travaille avec le climat. Mais c'est là où il faut qu'on accompagne justement les jeunes pour aussi limiter cette prise de risque, avoir une résilience plus forte sur l'exploitation, c'est-à-dire déjà peut-être être moins dépendant des accidents climatiques. Et ça, aujourd'hui, il y a eu tout le Varenne agricole de l'eau et du changement climatique, justement, pour accompagner l'agriculture et la rendre plus résiliente vis-à-vis du changement climatique. Trouver une diversité de production aussi, ne pas mettre, comme on dit, tous les œufs dans le même panier. Et puis rechercher de la valeur ajoutée. C'est sûr que si on fait qu'une seule production, qu'on est dépendant que d'un seul acheteur, qui est là de toute façon, qui a un intermédiaire supplémentaire, qui lui va chercher à récupérer la marge, ça va pas aller. Si on diversifie ses productions et qu'on cherche à récupérer cette valeur ajoutée jusque vers le consommateur, on est déjà quand même plus solide. Et puis derrière aussi travailler sur d'autres prestations que peut rendre l'agriculture. Il y a la production. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est aussi lui qui aménage le territoire, et donc il y a des soutiens au travers de la politique agricole qui vont dans ce sens-là. Quand on parle de la question du changement climatique, nous on travaille beaucoup sur la capacité de l'agriculture de restocker du carbone dans les sols, et on a aujourd'hui un marché du carbone qui est en train d'apparaître, qui s'établit. On peut vendre des crédits carbone si on travaille le sol ou son exploitation d'une certaine façon. On appelle aussi d'autres choses la prestation pour services environnementaux, qui seraient des services rendus par l'agriculture pour un meilleur environnement, et tout ça se négocie. Il y a des choses qui existent, de plantation de haies, d'entretien du paysage, du territoire. Donc aujourd'hui, il y a une multitude de possibilités
voilà, pour effectivement... Oui, qui n'existait pas avant, en fait. Non, c'est ça, je dis, les choses vont très vite. Ouais, l'agriculture est en train de se transformer en total, parce que non seulement vous allez nourrir, mais vous allez aussi donner de l'énergie à la France et à l'Europe, parce qu'on peut étendre aussi un peu. Et l'énergie, effectivement, vous le dites, de produire de l'énergie pour être aussi moins dépendant. Voilà, et de faire de l'agrotourisme, il y a des possibilités chez nous. Enfin, aujourd'hui, pour un jeune qui veut monter son projet, il y a aujourd'hui une multitude, je crois, de possibilités. Par contre, il faut qu'on accompagne chaque jeune dans une situation particulière, et c'est parfois la difficulté aussi par rapport à votre question. Hein. On n'a pas toujours les références d'un jeune qui dit « moi je veux m'installer parce que je veux faire un gîte, je veux faire un peu de production d'énergie, et puis accueillir des visiteurs et leur montrer ce qu'est mon exploitation, et transformer ». Enfin voilà, et tout ça, on n'a pas toujours les références pour le financement par rapport à une production d'un hectare de blé ou d'une vache de lait. On va parler des plus grandes exploitations. Votre prisme s'est élargi, maintenant vous rayonnez à hauteur de la région Nouvelle-Aquitaine. Comment se passe la reprise des grandes exploitations ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je le dis, il y a une telle diversité, une telle envie peut-être des jeunes d'aller vers d'autres projets qu'on a clairement parfois des difficultés pour les grandes exploitations, parce que le capital est très lourd à reprendre. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui apparaître et ce qu'on accompagne de plus en plus, c'est peut-être des exploitations à plusieurs, des formes en société. Et on le voit où il y a des jeunes qui rentrent, qui sont parfois de la famille ou pas. Les hors-cadre familial, hein, il y en a quand même de plus en plus. Mais il faut qu'ils aient la capacité de pouvoir rentrer sans investir énormément. Donc il faut jouer sur des exploitations par des montages parfois en société, et que le jeune reprenne des parts de la société. Mais il faut aussi qu'il trouve sa place dans l'exploitation. Vous parlez parts de société. Est-ce que des investisseurs étrangers frappent à la porte en ce moment pour investir sur des grosses exploitations ? Alors, il y a des capitaux étrangers qui arrivent, ou extérieurs à l'agriculture, ou étrangers, mais ce serait plus sur le foncier. Et c'est là, c'est vrai qu'à la fois, on doit pouvoir trouver justement une réponse à la difficulté du financement de l'agriculture, parce que le foncier est un poids lourd. Et la France, c'est vrai que les agriculteurs français aiment bien être propriétaires de leur foncier, mais on ne peut pas investir assez lourdement dans le foncier puisque ça monte, et investir aussi dans le troupeau, et investir dans le matériel, et investir dans la transformation. Et donc on dit que s'il y a effectivement des capitaux extérieurs qui arrivent, il faut qu'ils puissent investir dans le foncier, alors par des montages et on commence à y réfléchir de plus en plus. La profession agricole n'a pas toujours été très prête à ça. Hein. Clairement, elle voulait bien garder... Oui, il y a un état d'esprit qui doit changer, qui doit évoluer. Là, quand même. Je crois que clairement... Et aujourd'hui, on se dit, autant faire venir du capital extérieur, comme on voit dans l'investissement d'appartements immobiliers. Enfin, c'est des choses qui arrivent. Pourquoi ne pas permettre ça pour le foncier agricole? Et ce qui libère des moyens pour l'agriculteur qui va louer le foncier à une société ou à du capital extérieur pour avoir des moyens pour investir plutôt dans l'exploitation et dans la recherche de valeur ajoutée. Alors après, attention sur le foncier, puisqu'on voit qu'il y a aussi des appétits de pays extérieurs à la recherche du foncier. On parle beaucoup de la Chine, par exemple, qui a investi beaucoup en Afrique parce que la question de la souveraineté alimentaire est cruciale chez eux, ou d'autres pays. En France, on a vu un peu arriver quelques cas comme ça, quelques investisseurs chinois qui voulaient venir. Et en fait, je crois c'est vrai qu'eux, quand ils arrivent dans un pays, ils achètent le foncier, mais ils vont faire les infrastructures, ils vont faire la route, ils vont faire le silo à grains, enfin, ils font tout, quoi. En France, ils se sont aperçus que, il y avait peut-être une petite possibilité pour acheter le foncier, mais enfin, le reste, il y avait encore du monde pour faire de l'agriculture. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on c'est pas quelque chose qui s'est fortement développé. Mais par contre, on est ouvert à d'autres investisseurs qui voudraient mettre de l'argent dans l'agriculture et il y en a besoin. J'ai noté un chiffre en 2014, la région donc Nouvelle-Aquitaine, oui c'est ça, était la 3e région exportatrice, 17% des exportations nationales pour un montant de 2,3 milliards d'euros. On est toujours sur ce même schéma ou ça a augmenté ou diminué? Vous savez, non? Alors, on exporte beaucoup en Nouvelle-Aquitaine, on exporte beaucoup des vins et des spiritueux. Oui. Donc le cognac qui est quand même emblématique, c'est fait qu'il y a une production assez emblématique de la région de Nouvelle-Aquitaine, et les vins de Bordeaux. Quand on a enlevé effectivement ça, alors il y a les céréales, on exporte quand même des céréales, puisqu'on est l'ex-Poitou-Charentes, ou même le sud-ouest, une production, une région plutôt de production de blé et d'autres céréales qu'on exporte par le port de La Rochelle. À quelle destination vous les exportez principalement? Principalement, oui. Le blé, c'est quand même en grande partie Afrique du Nord et les pays du Maghreb, et une partie un peu Europe.
L'orge, ça part beaucoup vers la Chine, et il y a un peu de maïs, mais pratiquement plus aujourd'hui. Enfin, tout le maïs qui est exporté, c'est en Europe, c'est Espagne ou l'Europe du Nord. Mais la grosse partie de l'exportation, c'est le blé, effectivement. Alors, avec des marchés qui avaient justement évolué depuis quelques années, avec l'Ukraine et la Russie qui avaient pris un peu nos marchés, il fallait qu'on diversifie un peu les exportations, avec des volumes aussi en baisse. Il faut dire que les exportations de blé, avec les mauvaises récoltes qu'on a depuis quelques années, étaient en baisse. Mais là, tout est en train de se réorganiser, de se recombiner. Et donc, si l'Ukraine ou la Russie n'exportent plus vers ces pays, c'est ce qui est en train de se passer depuis quelques jours, on va être, nous, réinterpellés, clairement, parce que c'est quand même des pays à la fois clients, des voisins, des pays historiques pour nous, parce que quand on parle de l'Afrique du Nord, on parle de l'Algérie, du Maroc, de l'Égypte, qui est un gros importateur, et ils reviennent vers nous en disant « vous êtes à nos portes, il nous faut du blé, donc est-ce que vous avez du blé ?» Mais d'autant plus que vous parlez d'Afrique du Nord, vous en avez parlé tout à l'heure, vous risquez de vous frotter un peu aux Chinois, là, non ? Oui, alors là, après, on est sur de la géopolitique. Alors, c'est pas les Chinois qui vont exporter du blé. Hein. Ceux qui exportent du blé, c'était la Russie et l'Ukraine qui exportent du blé. Mais s'ils achètent du foncier en Afrique du Nord... Oui, alors ils sont plutôt en Afrique centrale ou Afrique du Sud. Ils ne sont pas encore arrivés en Afrique du Nord parce que l'Afrique du Nord a besoin de ces terres. Eux, ils ont besoin des terres parce qu'ils apportent du blé. Donc, ils n'ont pas de disponibilité. Ils seront moins enclins à vendre leurs terres aux Chinois parce qu'on sait ce qu'ils veulent faire, les Chinois. C'est pas difficile. On prend les terres, on cultive et on envoie en Chine. Voilà, c'est ça. Ce qui fait que là, ça coûte un approvisionnement. Pour aller vers les ports. Eux, ils ont tout, mais ça, non. Enfin, il y a des... Ils ne rentrent pas quand même si facilement en Afrique du Nord. Mais par contre, nous, effectivement, s'il y a une baisse forte de production en Ukraine, ou que la Russie et l'Ukraine va exporter plus vers la Chine, puisqu'on voit bien que les choses quand même commencent à s'organiser, il y a des marchés de blé qui vont être auxquels il va falloir répondre. Et là, clairement, c'est l'Europe et la France, entre autres, qui va être interrogée, parce qu'il n'y a pas non plus de grosse disponibilité de blé par ailleurs. En plus, on a la question climatique cette année. On a quand même des fortes sécheresses en Afrique du Nord, justement, en Australie, et puis l'effet El Niño en Amérique du Sud. Donc on a des choses qui bougent très très vite actuellement et des marchés qui s'envolent. L'envolée des prix du blé, c'est parce qu'il y a des problèmes climatiques qui étaient déjà là avant le conflit, et puis là c'est parce qu'il y a une rupture d'approvisionnement par l'Ukraine et la Russie. Donc effectivement, si cette rupture continue, il faut impérativement que la France se produise. Faut-il encore que le climat aille dans votre sens et qu'on ne se retrouve pas avec des périodes de sécheresse comme on en a connu ces dernières années, et là qui freinent complètement la production. Voilà, alors c'est un enjeu fort qui apparaît effectivement depuis quelques jours, puisque l'Ukraine va sans doute perdre de la production pendant 1 an ou 2 et la question climatique. Et ça, on l'avait vu en 2012, on l'a vu en 2007, quand il y avait des grands épisodes de crise climatique mondiale où les prix s'envolaient, et puis des fortes tensions, et puis difficultés pour certains pays d'ailleurs à avoir accès à ces marchandises. Donc la production, nous ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que la production agricole doit être présente. Il faut le faire dans des conditions différentes, et ça rejoint ce qu'on avait dit, ou ce qu'on a dit un peu au début sur la question climatique environnementale. Donc il faut produire différemment, mais il faut quand même produire, parce que ces pays vont être là en disant mais nous on a des peuples qui ont faim, et donc où est-ce qu'on trouve du blé. Mais la capacité française à exporter, on peut le faire, mais la France aujourd'hui, au bilan global, en agriculture, on est pratiquement à l'équilibre. Il y a aussi des produits qu'on importe de plus en plus qu'il va falloir qu'on reproduise chez nous. Les fruits et légumes, tout ce qui est oléagineux, si on prend les tournesols, on importe 50% de tournesols d'Ukraine. Donc il va falloir qu'on refasse aussi des tournesols. Les protéines, on importe encore beaucoup de protéines. Donc le problème, c'est qu'on ne fera pas sur notre territoire. Oui, c'est ça, le foncier n'est pas extensible à l'infini, donc comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça ? Il faut déjà, nous, qu'on soit... l'idée, c'est aussi d'être plus... moins dépendant, nous, des productions extérieures. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on retourne vers du productivisme, en fait, quelque part ? Parce qu'à un moment donné, il va falloir se dire, effectivement, plus de tournesol, plus de ceci, plus de cela, il faut forcément que la terre fournisse à un moment donné. Donc, on change de... on était reparti sur quelque chose de plus soft, entre guillemets, et là, on serait obligé, quelque part, de repartir. C'est l'enjeu. Si on parle de productivisme en disant il faut produire, peu importe le coût, les conséquences, non. Ça, clairement, aujourd'hui, c'est pas ça. Et donc, il faut qu'on tienne la production, mais avec le souci de la durabilité de l'agriculture, la question du changement climatique, et c'est là tout l'enjeu. Et quand on dit, nous, le monde agricole, il faut évoluer, il faut qu'on s'engage vers une transition, il y avait jusque-là la version de dire, c'est pas grave si la production baisse un peu, il faut que l'agriculture évolue. Et le projet de la politique agricole commune, le Green Deal, là, le pacte vert,
c'était quand même de dire, parce que les études qu'on avait fait, c'était de perdre 10 à 20% de la production européenne agricole. Certains disaient, c'est peut-être pas dramatique, il y a de la production ailleurs, voilà, il y a aussi des hectares ailleurs, bon, ça pourra s'équilibrer. Là, aujourd'hui, on dit, on peut pas. Donc, il faut maintenir la production, mais dans un contexte complètement différent de changement climatique, de la question des intrants, des produits phytosanitaires, d'être moins dépendant de l'énergie apportée, puisqu'on apporte des engrais de Russie et on voit que ça va commencer à coincer. Ça pose un problème, d'un pétrole qui ne sera plus à $20, mais peut-être sans doute plus à 100 ou $150. Donc c'est là, il faut vraiment qu'on revoie complètement notre façon de produire, mais en maintenant quand même un niveau de production élevé, puisqu'on est 7,5 milliards, 8 milliards, enfin, sur une planète qui subit le changement climatique. Donc tout ça interroge beaucoup et nous impose à trouver des solutions. Alors je vous propose de revenir un petit peu plus chez nous, parce que là on était parti sur la planète. Il y a combien de chambres d'agriculture en Nouvelle-Aquitaine? 12 départements, donc on se dit qu'il y en a 12, mais il y a quand même la fusion des deux chambres 17 et 79, ce qui n'est pas non plus complètement idiot. Où est-ce qu'on en est de cette fusion? Est-ce que ça y est, elle est actée? Vous attendiez un décret, je crois, ou quelque chose comme ça? Alors la fusion, elle est actée sur un plan politique par les deux sessions depuis le mois de décembre. Alors c'est le fruit aussi d'un travail assez long depuis quelques années. L'idée, c'était de dire, effectivement, il faut qu'on garde nos instances départementales et de proximité. Et j'ai été aussi président de la chambre départementale Charente-Maritime et j'ai porté ce projet en disant, on doit rester sur les territoires, auprès des agriculteurs, auprès des élus, des collectivités, puisqu'on a tout ce travail à faire, effectivement, de relocaliser de l'agriculture et puis de répondre à d'autres choses. Donc on veut cette proximité, mais il faut aussi qu'on mutualise nos moyens. Et on avait vu entre les deux départements qu'au fur et à mesure du départ du directeur et puis des chefs de service, on s'est dit plutôt que recruter d'autres personnes hein, au niveau de la direction, ben on mutualise nos moyens. On peut être aussi complémentaires, puisque les Deux-Sèvres est plutôt un département d'élevage et nous plutôt un département de culture. Donc on peut être complémentaires entre les deux départements. Et donc la démarche de fusion, qui est finalement assez peu développée en France, hein, on est la 4e chambre à fusionner comme ça entre deux départements, donc était engagée. Aujourd'hui on attend effectivement le décret. On pensait que c'était simple, mais un décret, quand c'est dans les arcanes du ministère de l'Agriculture, ça doit passer par les différents services. Aujourd'hui, le décret n'est pas signé. Il nous manque cet élément pour le rendre complètement officiel. Mais en tout cas, c'est fait aujourd'hui dans l'organisation, dans les... Oui, c'est-à-dire que physiquement, après, là, vous êtes prêts, vous attendez plus que... Après, c'est qu'une histoire de budget qui... Et justement, physiquement, se situerait où cette chambre commune? Alors, le siège est basé à La Rochelle aujourd'hui, hein, mais bon, il reste de toute façon ailleurs et au Rurali exactement les mêmes bureaux, les mêmes personnes. Après, le siège, voilà, c'est une adresse sur un papier. D'accord. Et donc, on a des chefs de service, puisque La Rochelle-Niort, c'est une petite heure à peine. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres moyens pour travailler comme ça. Et de toute façon, après, les conseillers sont sur le terrain. Donc, pas de conséquences pour les collaborateurs? Non. Alors ça, c'était effectivement un engagement qui avait été fait. Hein, mais justement, du fait du départ de certains, de la réorganisation, et en même temps, les chambres d'agriculture évoluent aussi dans les conseils et puis dans les prestations qu'ils doivent apporter. Puisqu'on le voit bien, on est de moins en moins... peut-être sur de la production classique et plutôt sur la diversification. Il y a la question de la transition. Enfin, tout ça sont des sujets forts qui reviennent dans les chambres d'agriculture. Donc tout se réorganise. C'est la même chose au niveau de la chambre régionale d'ailleurs. Hein. On réorganise un peu les services pour répondre à ces enjeux. Mais en tout cas, il n'y a pas de... Tant qu'on est dans les arcanes des chambres d'agriculture départementales, on va dire, ou même à votre niveau régional, est-ce qu'il y a vraiment un poids des syndicats sur ces chambres? Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'il faut être syndiqué pour devenir président d'une chambre d'agriculture? Alors, oui. Oui, puisque les élections se font à partir de collèges. Il y a le collège des exploitants agricoles, aujourd'hui, avec 18 postes. Et donc, ça, c'est les listes syndicales qui se présentent et la composition. Vous étiez sur la liste de la FNSEA. Voilà, la FNSEA et Jeunes Agriculteurs. Ouais. Et donc, la composition de ce premier collège est faite en proportion du résultat des élections et donc des syndicats. Donc, un poids important des syndicats sur les chambres. Voilà, oui, effectivement, parce que le collège 1 est comme ça. Alors après, il y a d'autres collèges, le collège des salariés, des organisations agricoles, des coopératives, des banques. Donc effectivement, c'est 18 sur 33, le collège 1.
mais c'est lui qui a effectivement la majorité, mais au sein de ces 18, c'est réparti aussi entre les organisations syndicales. Donc la Chambre d'agriculture est diversifiée parce que voilà, il y a différents collèges. Puis une fois qu'on est élu à Chambre, en tout cas président, on est là aussi, on essaie de le dire, mais pour représenter l'ensemble des agricultures et des agriculteurs. C'est notre mission après. Si vous le voulez bien, on va revenir un petit peu sur le conflit en Ukraine et donc l'embargo aussi des produits russes. Vous l'avez dit, la France, l'Europe est très dépendant des engrais russes. Est-ce que vous craignez une pénurie dans les mois, les semaines et dans les mois à venir? Et est-ce que, la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un rapprochement entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Industrie pour justement relocaliser la fabrication d'engrais et ne plus être dépendant comme ça à très forte dose de pays étrangers? Alors sur le risque de manque d'engrais, ça pourrait arriver effectivement. Alors a priori, nous on est proche de La Rochelle et il semble qu'à La Rochelle il y ait quand même encore du stock. Donc on devrait pouvoir, pour nous je pense pas qu'il y ait de difficultés dans la région de Nouvelle-Aquitaine. Ça peut être un peu différent au nord, mais on le saura parce que les bateaux, ça arrive au jour le jour. Donc difficile aujourd'hui d'avoir une visibilité où avant on avait les usines qui produisaient pour livrer dans 2 mois et puis que ça arrive sur les champs dans 3 mois, 5 mois, 6 mois. Tout ça aujourd'hui est cassé, mais en tout cas, il ne devrait pas y avoir de difficulté. La question effectivement aujourd'hui qui ressort vraiment, c'est on est trop dépendant là encore de ces pays. On a fermé nos usines d'engrais en France en disant, mais comme toute l'industrie, comme beaucoup de choses, en disant ils produisent moins cher ailleurs, le transport ne coûte pas cher, donc c'est pas grave si on va chercher notre engrais en Russie ou ailleurs. Et aujourd'hui, on voit les difficultés. Donc ça a été clairement dit par, mais même le président de la République l'a dit, ou le ministre de l'Agriculture, et dans le plan de résilience annoncé hier, il faut qu'on relocalise là aussi nos industries. Alors il y a 2 choses sur l'engrais. Il faut qu'on ramène nos usines d'engrais chez nous. Il faut qu'on peut-être aussi on ait une agriculture qui soit moins dépendante de l'engrais, qui va de toute façon coûter plus cher. Alors peut-être le moment de prendre le virage du bio complètement. Alors le bio est une des pistes, mais c'est pas la piste qui va répondre aujourd'hui à l'ensemble des besoins. Alors, quelles sont ces autres pistes? C'est d'avoir une agriculture, alors on parle de transition agroécologique, d'avoir une agriculture qui soit moins dépendante des intrants extérieurs, que ce soit engrais et produits phytosanitaires. Et ça, on y travaille de plus en plus, et ça a été une mission qui nous est confiée, nous, Chambre d'agriculture. On travaille, le conseil régional, qui a aussi la compétence économique, nous accompagne là-dessus, et puis le ministère de l'Agriculture et politique agricole. Ce qui veut dire qu'il faut que dans nos fermes et sur nos champs, on ait des productions plus diversifiées, qui entre elles se complètent. La question de l'engrais, c'est quand même essentiellement l'engrais azoté, quand on manque, parce que l'azote et la question des nitrates, c'est indispensable à la production des plantes. On peut la trouver dans le sol, dans l'air, c'est plus compliqué, mais on peut le chercher dans l'air, ou on peut ramener de l'engrais qui est fait avec du pétrole ou autre chose, quoi. Mais si on a un cycle de production... Une rotation de culture, c'est ça ? Une rotation de culture avec des plantes qui vont chercher l'azote de l'air et qui la fournissent pour la culture d'après, ou des plantes en mélange, ce qu'on commence à voir, réintroduire des luzernes, des légumineuses. Alors c'est la question aussi de l'élevage. Il faudrait, parce que l'élevage, ça permet d'avoir cette polyculture qui rend l'agriculture aussi moins dépendante. Donc comment est-ce qu'on ramène de l'élevage aussi, alors qu'il est plutôt en train de partir, et que la situation actuelle n'aide pas l'élevage. Donc là, on voit que ça fait partie aussi des enjeux des politiques agricoles. Mais on peut, le défi aujourd'hui, c'est d'avoir une agriculture qui continue à produire. Alors on parlait pendant un temps d'agriculture écologiquement intensive, hein, c'est un terme, ce qui veut dire qu'une agriculture qui reste de production avec beaucoup d'écologie dedans. Enfin, bon, là aujourd'hui on a l'agroécologie, qui est aussi essayer de concilier l'agriculture et l'écologie ou l'environnement. Enfin, en tout cas, c'est un grand défi. Il faut qu'on appuie sur la recherche, sur l'innovation. On sait que INRAE a un travail là-dessus. Nous, on a aussi des instituts techniques qui travaillent là-dessus. Et puis, il y a des exploitations, il y a des agriculteurs aussi qui ont cette envie d'avancer, qui innovent. Et donc, il faut qu'on aille voir un peu ce qui marche et qu'on le développe. C'est aussi notre mission au niveau des chambres d'agriculture. Est-ce que la loi Egalim 2, après le flop de la loi Egalim, pourrait permettre de fluidifier tout ça ? Alors ça, c'est l'autre enjeu de l'agriculture, hein, et c'est ce qu'on disait au début par rapport aux revenus dégagés par l'agriculture. La loi Egalim 1 était là effectivement pour partager un peu la valeur ajoutée, en tout cas faire en sorte qu'il n'y ait plus quelques grands distributeurs qui s'accaparent toute la valeur ajoutée, qui n'avait pas fonctionné parce qu'on n'était pas sur quelque chose d'assez directif, quoi. À un moment donné, il faut aussi
pouvoir imposer des choses. La loi Egalim 2, donc avec les contrats imposés, là, bon, beaucoup de contrats ont été faits avant le 31 mars. Le contrat imposé entre le producteur, le distributeur, le transformateur, pour que le coût de revient de la production soit pris en compte dans toute la chaîne. Les contrats ont été mis en place, sauf que quelques jours avant ou après, on a eu des marchés qui ont explosé. Donc, pour une fois, on avait quand même cette prise de conscience en disant, alors un peu compliqué, mais enfin, quand les choses commencent à rentrer, en disant à l'acheteur ou au distributeur, il faudra que tu prennes en compte mes coûts de revient. Moi, je te vends, mais à ce tarif-là, je ne peux pas vendre à moins. Alors bon, il y a toujours quand même des fortes négociations et il y a toujours quelques grands distributeurs qui sont là avec un peu de force. Hein. En tout cas, la démarche était engagée, sauf que là, le ministère l'a dit, il va falloir reprendre finalement tous ces contrats, parce que quand le prix du blé double, pratiquement, enfin, le contrat n'a plus de valeur. Bon, c'est une étape supplémentaire. Pourtant, c'était l'objectif, c'était de suivre aussi ces cours-là pour permettre aux agriculteurs de pouvoir souffler aussi. Bah oui, mais sauf qu'on s'est calé sur des prix moyens de ce qu'on avait depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. La barre est trop haute. Et sauf que là, voilà, la barre est beaucoup trop haute, donc bon, il y a les systèmes d'indices. En tout cas, on a vu que c'était quand même une première fois de dire, bon, on avance par étapes, on va prendre en compte les coûts de revient quand même dans la chaîne de valeur et puis dans la chaîne de distribution. Bon. Il faudra voir dans le temps maintenant comment tout ça va se mettre en place. Avant de passer au billet d'humeur d'Antoine Collin, j'ai juste une question. On a vu l'envolée des prix du gaz et du pétrole, bien évidemment, qui touche l'agriculture aussi. Il y a des mesures annoncées par le gouvernement là, hier par Jean Castex et puis le ministre des Finances. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui a été proposé par le gouvernement ou c'est comme les marins-pêcheurs le disent, c'est absolument pas suffisant? Il faut être clair, ça apporte une réponse quand même sur la question du fuel par exemple, du gasoil avec les 15 centimes. Alors après il y a la question des exploitations qui sont fortement dépendantes de l'énergie, mais là il y a aussi une réponse apportée. Bon après sur la mise en œuvre on se pose un peu des questions parce que plus de 3% du chiffre d'affaires, si ça provoque de la perte, enfin bon. En tout cas il y a une réponse apportée et par contre la forte question c'est pour l'élevage, clairement aujourd'hui. L'élevage qui transforme des céréales avec des prix qui ont flambé, c'est très compliqué parce que le prix du poulet, alors le prix du porc est en train de monter, le prix du poulet, il ne pourra pas absorber la hausse des céréales. Et donc là, on a des filières qui vont être en grande difficulté économique, avec le risque que ces filières s'arrêtent. Et quand on disait tout à l'heure, il faudrait plutôt plus d'élevage dans l'agriculture, là on risque plutôt d'aller à l'inverse. Donc il y a une enveloppe de 400 millions qui est quand même sur la table. Je crois que bon, c'est pas négligeable maintenant pour accompagner l'élevage. La question, encore une fois, c'est est-ce que ce conflit va durer 3-4 mois et qu'on a une production qui va remettre un peu d'ordre sur les marchés et faire en sorte que les prix se restabilisent, ou est-ce qu'on repart sur 1 an avec des prix du blé ou des céréales qui s'envolent? Et alors là, ça va être très compliqué, il faudra y revenir. Il y a une réponse à apporter à court terme, il faut le reconnaître. Mais pas forcément à long terme. Voilà. Je crois qu'on fera le bilan après la récolte de juillet-août. Quand la récolte céréalière sera faite et qu'on verra à quel niveau se stabilisent les prix et puis l'évolution des prix des animaux aussi, parce que le consommateur in fine, lui, il ne pourra peut-être pas acheter du porc ou de la volaille à un prix double. Hein. Le porc était à 1,20 €, 1,30 € le kilo vif depuis quelques semaines. Aujourd'hui, on dit le coût de revient, elle est à 2,50 €. Jamais on a vu du porc à 2,50 €. Et la volaille, ça va être pareil. Donc, qu'est-ce que va faire le consommateur à ce moment-là? Enfin, on rentre dans une période quand même d'incertitude, je pense, assez forte. Mais malgré tout, vous êtes optimiste. Je suis optimiste pour l'agriculture à long terme, parce qu'effectivement, on est en train de dire encore plus, mais il faut que l'agriculture soit là, il faut qu'elle reste là. Donc c'est ça qui me rend optimiste. Après, l'articulation et la possibilité de mener tout ça, ça va pas être simple, mais bon, ça change du rythme qu'on a connu pendant quelques décennies. Voilà. On va passer tout de suite au billet d'humeur. Bon, je vous avoue que je suis un peu confus face à Monsieur Sarvan. Pourquoi? Je pense que je n'ai sûrement pas tout compris à ce qui se passe dans votre secteur d'activité depuis plusieurs décennies maintenant, car quand j'allume la télé et que je vois L'amour est dans le pré, je me dis que l'agriculteur français ne cherche pas à travailler, mais à trouver la femme ou l'homme de sa vie. Vrai ou pas? Au diable le changement climatique ou la sécheresse estivale, les problèmes d'eau, du moment que l'agriculteur reçoit dans sa ferme Karine Le Marchand,
Avec en plus ce speed dating en race campagne, on perçoit mieux le profil des agriculteurs. En fait, un agriculteur, c'est pas un travailleur acharné qui ne compte pas ses heures, qui est payé une misère, 350 € par mois pour un tiers d'entre eux. Ah non, pas du tout, loin de là. C'est un mec, et plus rarement une femme, qui épluche son courrier à longueur de journée pour choisir sa belle plante. Ça devrait vous remonter le moral, monsieur Servant, de voir que l'agriculteur vit d'amour et d'eau fraîche. C'est vrai qu'à aucun moment, la chaîne a essayé de se faire du beurre sur le dos des paysans. Ah non, pas du tout. Car pendant que l'agriculteur accueille chez lui 3 beaux pots de fleurs, sa surface cultivable diminue de 23% par an, vous l'avez dit tout à l'heure, sur la Nouvelle-Aquitaine, sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Comme quoi, on ne peut pas être au four et au moulin. Vous voyez, il y a de quoi être optimiste, monsieur Servant. Et d'ailleurs, vous l'êtes. Alors de quoi se plaindre? Regardez, l'agriculteur parade même devant ses prétendantes au volant de sa Rolls-Royce rurale. Le prix des carburants est tellement abordable en ce moment, il faut dire. Tout compte fait, l'agriculteur est un homme heureux. C'est un peu le grec millionnaire d'aujourd'hui. En plus, il a le choix du roi, 3 femmes pour un seul homme. C'est un peu notre rêve à tous. Bon, rassurez-vous, comme toujours, il faut choisir. Et comme dans Koh-Lanta, à la fin, il n'en restera qu'une. La seule qui pourra se balader dans sa grande propriété fastueuse, de goûter au plaisir de caresser le cul des vaches, de faire des câlinous au petit veau qui finira quand même à l'abattoir. Mais malheureusement, la réalité est quand même bien différente de celle qu'on essaye de nous montrer derrière nos écrans. L'agriculteur finit souvent seul et démuni face à cette situation financière délicate, voire catastrophique parfois. Aujourd'hui, la réalité est qu'un agriculteur français se suicide tous les 2 jours. Les problèmes ne cessent de s'accumuler. Montée du prix de l'essence, réchauffement climatique, salaire de misère pour des rendements de plus en plus faibles. On est loin des paillettes et du conte de fées. Au contraire, le tableau s'obscurcit, pour une profession qui peine à trouver des héritiers capables de porter ce lourd fardeau qui est devenu notre agriculture, une agriculture pourtant indispensable. Alors, en gros, c'est... il y a des agriculteurs qui souffrent, il y a des agriculteurs qui s'en sortent très bien, il y a d'autres qui souffrent beaucoup. Quel accompagnement existe à l'heure actuelle pour soulager un petit peu ces agriculteurs qui sont en difficulté? Alors, pour ceux qui le sont actuellement, c'est vrai que nous, on mène des démarches et entre collègues en disant, il y a effectivement, et vous l'avez dépeint, il y a des agriculteurs pour qui ça se passe très bien et qui ont vraiment un plaisir à travailler. La question du revenu, elle est très, très disparate aussi. Mais il y a des agriculteurs qui sont seuls chez eux, qui ont des difficultés économiques, et cela, il faut qu'on arrive à les accompagner. Et parfois, c'est la difficulté un peu à les cerner. Ils peuvent montrer, quand on est entre nous tous, un visage tout à fait heureux, et derrière, ils souffrent beaucoup. Et donc, il faut qu'on puisse... Alors, entre collègues, on est quand même une profession... Alors, même si, comme vous l'avez dit à un moment donné, c'est vrai qu'on peut aussi peut parfois être très indépendant et plutôt individualiste plutôt. Mais en même temps, on est aussi une profession qui sait se serrer les coudes quand il le faut et entre voisins. Et c'est vrai que pour cela, il faut qu'on les détecte, qu'on aille ensuite les voir et puis voir des fois la réalité de la difficulté. C'est pas toujours économique. On a des exploitations qui tournent assez bien économiquement, mais il y a une détresse de l'agriculteur parce qu'il se retrouve dans un secteur parfois isolé, tout seul, parce qu'il y a beaucoup d'heures de travail, parce que par rapport à la société à côté, une société qui vise plutôt aujourd'hui à moins travailler ou à plus profiter de la vie. Pour certaines productions ou certains agriculteurs, c'est compliqué parce qu'ils sont dans un schéma d'élevage où il faut être là tous les jours, tous les matins. Et puis, c'est aussi parfois tout simplement, les plus proches, c'est les enfants, c'est le conjoint ou la conjointe qui dit « Mais attends, tu es dans un système, pourquoi nous, on ne peut pas partir en week-end, on ne peut pas partir en vacances ?» C'est pas toujours qu'une histoire économique, que la question économique, c'est quand même parfois le mode de vie. Donc il faut qu'on aille voir comment on peut s'organiser différemment. Ça peut être justement peut-être des fois travailler en société, travailler à plusieurs, s'installer à 2 ou 3 pour se libérer du temps. Des fois c'est tout simplement ça, à dire il y a aussi des services de remplacement qui existent. Tu peux le prendre un week-end de temps en temps et puis tu pars avec ta famille aussi, tu as le droit. Donc, Est-ce qu'il y a du soutien psychologique? Est-ce que à ce niveau-là, il y a un véritable accompagnement qui, je sais pas, qui est organisé par la Chambre d'agriculture? Alors, comment ça il y a la Chambre d'agriculture, il y a la MSA, Mutualité sociale agricole aussi, qui a justement des aides sociales, des assistances sociales pour justement aller voir les agriculteurs, parce que c'est eux qui parfois discernent aussi les difficultés, c'est leur mission, service social. Et puis nous, on dit aussi, dans les organisations agricoles, les coopératives, les banques, centres de gestion, si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est un peu en difficulté, qui ne le présente pas à l'extérieur, mais des fois dans la discussion un peu plus intime, ça ressort, il faut nous le dire. Et après, pour anticiper un peu ces difficultés, chez les jeunes agriculteurs, c'est vrai qu'on prévient les jeunes, moi je l'ai toujours dit, je dis attention les jeunes, parce que vous arrivez à 20 ans, vous avez plein de projets, c'est merveilleux, vous voulez produire, transformer, aller faire les marchés, on sent à 20 ans, on est là pour en mordre.
Je dis attention parce que dans quelques années, vous aurez une famille, vous allez avoir des enfants, il y aura la maison, vous voudrez aussi aménager la maison et puis commencer à en profiter. Et puis il y a les emprunts qui sont là ou l'investissement. Et c'est là parfois où ça coince, quoi. Donc on est très vigilant déjà aujourd'hui chez les jeunes pour ne pas les emmener quand même dans une impasse. Juste un retour sur le plan économique. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un revenu minimum garanti pour les agriculteurs ? Oui, enfin ça existe aussi parce qu'on a des agriculteurs qui s'inscrivent au RSA aujourd'hui. Mais je ne sais pas si pour l'agriculteur, il a plutôt vraiment là aussi envie de vivre de son métier. Amenons-le quand même qu'il puisse vivre de son travail. C'est parfois difficile à l'agriculteur c'est un échec de dire je dois vivre finalement d'un minimum social alors que je produis. Je suis une entreprise, j'ai une exploitation, je produis des biens alimentaires et il faut qu'on me donne un minimum à côté. Ça sert, on l'utilise pour un passage, mais c'est quand on est dans une situation passagère de reconstruction, on va dire. Mais il ne faut pas que ça s'inscrive dans le temps. Enfin, c'est pas l'objectif. On va enchaîner avec la PAC parce que c'est un monument, on va dire. La PAC 2023-2027, Yannick. Il y a quelques années, on vous a connu dans la rue, ou même Cédric Trancard qui vous a remplacé. On vous a croisé souvent sur les manifestations. Il n'y en a plus des manifestations. Elles avaient pour objet cette PAC qui n'était pas payée, soi-disant un problème de logiciel. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce que tous ces retards ont été réglés ? Alors sur la PAC qui se termine, oui, il y a eu beaucoup de difficultés de mise en œuvre il y a 4-5 ans, parce qu'on a voulu aller sur une PAC vraiment à la carte, très, très compliquée dans les mesures, parce qu'on a voulu adapter toutes les mesures à toutes les exploitations pratiquement. Voilà, bon, tout ça aujourd'hui est passé, il n'y a plus de retard dans les paiements. La nouvelle PAC arrive, mais il y a une volonté de simplifier pour éviter quand même toutes ces difficultés, mais la nouvelle PAC qui se met en place l'an prochain devrait être plus simple. Après, à voir si les outils seront là pour la mettre en œuvre, mais on l'espère. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous êtes satisfait de la PAC 2023 en règle générale, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, parce que c'est tellement énorme qu'on y passerait une émission entière. D'ailleurs, ça peut peut-être être une idée. Est-ce que vous êtes satisfait de la PAC, de l'attitude du gouvernement français pour défendre les intérêts des agriculteurs français, tout simplement, par rapport au reste de l'Europe ? Est-ce que ça vous convient, ou alors ils sont à côté de la plaque ? Alors c'est un peu compliqué sur la PAC, puisque ça fait 30 ans qu'on est dessus. Je crois que le point important, et ça on l'a salué, c'est pratiquement le maintien du budget. Bon, il y a une baisse de 2% sur le budget global, alors qu'on partait sur des baisses beaucoup plus fortes. Je crois que c'est une PAC qui a les deux visages, à la fois le soutien économique par le premier pilier, qui lui aujourd'hui va évoluer peut-être assez peu, alors avec les nouvelles mesures des éco-régimes, c'est-à-dire qu'il y a des conditions un peu plus strictes pour avoir ça. Sur le deuxième pilier, ce qu'on appelle le deuxième pilier, qui est l'accompagnement, là par contre, à l'évolution de l'agriculture, ou à d'autres notions peut-être que la simple production. Là, c'est l'aménagement du territoire, c'est la diversification, par exemple, c'est tout ça. Là, on a une PAC qui va peut-être un peu mieux répondre aux besoins de l'agriculture par rapport dans l'idée d'accompagner l'évolution de l'agriculture. Puisqu'avant, on avait un peu un système d'aide un peu guichet. Là, nous, l'idée, c'est de partir un peu plutôt du projet. C'est-à-dire que l'agriculteur qui a son projet pour évoluer sa transition, pour assumer la prise de risque, on a aujourd'hui des nouvelles mesures qui apparaissent. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus tourné maintenant sur la question des marchés, sur la question de la transformation, de rechercher la valeur ajoutée. La PAC, bon, c'est pas une grande révolution qui a là. On fait, voilà, le milieu agricole travaille avec, mais je crois qu'aujourd'hui, essayons plutôt de passer à autre chose et pas trop se focaliser sur la PAC. Il y a d'autres enjeux, je crois, largement importants, aussi importants à côté. Mais est-ce que l'agriculture n'est pas condamnée ad vitam aeternam à être sous perfusion, justement ? On a l'impression qu'on n'en sortira jamais. C'est-à-dire que, en fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. L'agriculteur, lui, il a envie de vivre, il n'a pas envie d'être aidé, il a envie de produire et de gagner sa vie correctement. Oui. Sauf que depuis des décennies et des décennies, c'est sous perfusion. Un jour, est-ce qu'on verra une agriculture qui dira « pas besoin d'aide » ? Avec la diversification, peut-être ? Alors, à la fois la diversification, mais aussi la protection ou la prise en compte de l'agriculture européenne. Aujourd'hui, si on a des aides du premier pilier, c'est parce que produire du blé ou du lait, ça coûte beaucoup moins cher de faire du blé en Ukraine, en Russie, ou du lait en Nouvelle-Zélande. Et donc on nous dit, vous êtes sur le marché mondial, on nous a mis sur le marché mondial. Moi, je vends mon blé le même prix qu'un Russe ou qu'un Australien, et les tournesols ou le soja le même prix qu'un Brésilien, sauf que les coûts de production ne sont pas tout à fait les mêmes. En France, c'est parce qu'on a aussi des contraintes et des exigences. Donc cette PAC, elle est faite pour ça, pour compenser.
Si un jour on nous dit on protège un peu le marché européen, ou le marché aujourd'hui finalement a fini par se réorganiser et vous produisez à votre coût de revient, ce qui pourrait être le cas aujourd'hui avec un blé à 300 ou 350, effectivement là on couvre les coûts de production, mais c'est la première fois depuis 10 ans. Mais si on arrivait à protéger le marché, et là c'est la question de ce qu'on appelle les clauses miroirs, où on travaille aujourd'hui, peut-être un terme qui est un peu connu, mais de dire on n'importe pas de produits de l'étranger qui a été produit dans des conditions que l'on ne veut pas chez nous. C'est-à-dire qu'on nous protège, nous, ok, on a des conditions différentes, mais on le vend plus cher et on n'est pas soumis à cette concurrence. Là, on pourrait arriver à quelque chose peut-être qui rendrait la PAC beaucoup moins indispensable. Mais tant qu'on est sur ce marché mondial ouvert, en concurrence avec des pays qui sont complètement différents de chez nous, il faut un minimum de soutien économique, si ce n'est pas du soutien ou de protection aux frontières, entre guillemets. Surtout que la concurrence, elle existe aussi au sein de l'Europe, quand on voit certains produits espagnols qui arrivent sur le marché français et qui ne sont pas produits dans les mêmes conditions que le marché. Donc même là, elle existe au sein de l'Europe. Donc c'est très compliqué, non ? Voilà, alors il faut déjà discuter les clauses miroirs avec des pays étrangers et puis arrêter peut-être de faire des contrats voilà, comme le Mercosur ou ce genre de contrats avec d'autres pays. Mais déjà au sein de l'Europe, effectivement, on voit bien que les coûts de main-d'œuvre et puis les conditions de production. Alors on est exigeant en France sur un plan environnemental, social, mais ce qui est un choix en tout cas politique et puis ce qui peut se comprendre. Mais par contre, il ne faut pas qu'on nous mette en concurrence avec d'autres pays qui le font différemment. On va passer tout de suite au pour ou contre. Alors, Monsieur Servan, je vous rappelle l'objet de cette rubrique pour ou contre. On vous pose une question et vous ne pouvez répondre que par pour ou contre. Vous pouvez quand même un petit peu argumenter, pas trop longtemps, parce que le temps tourne, on arrive presque à la fin de cette émission. Yannick, ouvre le bal. Alors, nous sommes à la veille de certaines échéances électorales, avec un renouvellement du gouvernement à la clé. Un agriculteur à la tête du ministère de l'Agriculture. Est-ce possible selon vous, pour ou contre ? Non, là, je dirais contre. On a eu une expérience et... Quelques mots sur cette expérience ? Un nom ? Oui. C'était en 1986, François Guillaume, président de la FNSEA, voilà, qui est devenu du jour au lendemain ministre de l'Agriculture. Non, je crois que... Un agriculteur, peut-être, il aura du mal peut-être justement à prendre du recul par rapport à ces situations. Donc vous êtes contre. Voilà. D'accord. Pour ou contre la suppression de la limite d'épandage près des habitations qui est de 5 à 10 mètres aujourd'hui ? Alors, si c'est pour ou contre... non, pour la limite, il en faut une, mais il ne faut pas qu'elle soit à 100 mètres. Voilà. Mais qu'on protège les exploitations, ça on peut le comprendre, et on y travaille. D'ailleurs, on a fait une charte dans ce sens-là, et on continue d'y travailler. Pour ou contre le 100% bio dans la restauration scolaire ? Aujourd'hui, on est à 20%. Non, là, je dirais contre. Qu'on ait une grande part, pourquoi pas, mais on risque justement d'être amené à importer des produits qu'on ne pourra pas faire chez nous. Donc le maximum qu'on fasse au niveau local, pas de problème. Du bio, pas de problème. Mais 100% bio, on sait qu'on va... On ira chercher des produits ailleurs plutôt que les faire chez nous. Pour ou contre un moratoire sur le céréales coté en bourse ? Les céréales, on en a un petit peu discuté. Oui. Qu'il fallait protéger. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas sortir de cette cotation boursière ces produits de première nécessité qu'ils soient pour l'élevage ou pour l'être humain. Enfin, moi je dis toujours, si c'est pour la spéculation, je suis contre la bourse. Si c'est pour les principes des marchés à terme qui nous couvrent sur la durée, là je serais pour. Donc il faudrait que la question soit peut-être un peu plus précise. Si on fait de la bourse, c'est pourquoi quoi. Mais... On va dire le Joker alors. C'était le seul que j'avais. Ouais. On parlait de cette indépendance énergétique, de la production d'énergie par les agriculteurs, ce qui va être véritablement nouveau, quelque part. Pour ou contre l'extraction du gaz de schiste en Europe ? Là, je dirais contre plutôt, parce que en fait, on reste dans le système de gaz fossile, enfin d'énergie fossile. Donc, trouvons des systèmes pour avoir une énergie plutôt durable, puisqu'on voit qu'au bout d'un moment, les choses atteignent des limites. La dernière question, mais vous avez répondu en tous les cas. Pour ou contre un salaire minimum garanti pour tous les agriculteurs ? Vous disiez tout à l'heure que vous personnellement, vous êtes pour ou contre ? Contre ? Non, que contre. Enfin, je pense que quand on est agriculteur, on n'est pas... L'objectif n'est pas d'avoir un salaire minimum, un revenu minimum, peut-être, mais enfin, le nom de salaire, non. Très bien, on va passer à la méthanisation. Alors justement, on parlait de cette indépendance énergétique et de cette production de gaz. La méthanisation semble le nouvel Eldorado de l'agriculture. On commence à en parler partout. À Surgères, il y a déjà
un système de méthanisation qui fonctionne plutôt pas mal. Est-ce que, alors, à votre avis, est-ce qu'il faut étendre cette méthanisation? Est-ce que ça va être possible? Vous le disiez tout à l'heure, il ne faut pas faire non plus n'importe quoi. Alors il faut l'étendre, oui, puisque ça nous permet d'être moins dépendants quand même des importations de gaz et de la question de l'énergie tout simplement, gaz, pétrole. Et c'est pas alors à ne pas faire dans toutes les conditions effectivement. On a la question comme de la ressource pour alimenter les méthaniseurs. On ne peut pas aller chercher de la production alimentaire pour laquelle on va être très en concurrence, c'est-à-dire de grains de blé ou du maïs ou autre culture. Par contre, on peut aussi produire sur des sols des éléments végétaux, les cultures intermédiaires par exemple, qu'on va mettre entre deux cultures de production alimentaire, qui vont garder les sols couverts, mais qui vont permettre de capter de l'azote. Enfin, moi je dis il faut qu'on fasse fonctionner le sol tout le temps, donc qui capte plutôt du carbone de l'air, qui capte la lumière, qui produit la matière végétale, on met dans le méthaniseur, ça produit du gaz, et le déchet ou le digestat retourne comme engrais à la culture. Et donc là, on peut avoir des systèmes vertueux. En France, on a finalement assez peu de méthaniseurs. En Allemagne, ils vendront 8000 quand nous, on n'en a que 1500, parce qu'ils l'ont fortement développé, parce qu'ils n'avaient pas le nucléaire, et donc il y a très longtemps qu'ils ont engagé cette forme de production. Donc il faut qu'on les développe. Mais par contre, attention aussi à l'équilibre là, de la production. Et c'est aussi une solution pour passer beaucoup. Alors, tout ce qui est fumier lisier, ça peut être valorisé. Et aussi des déchets végétaux, des déchets alimentaires. C'est quand même une forme de valorisation de ces produits en énergie. Dont on sait l'enjeu aujourd'hui aussi crucial que l'alimentation. Alors, qui pourrait gérer ces grandes usines? Parce qu'il ne faut pas que ce soit non plus des petites unités, à moins que ce soit possible aussi. Mais est-ce que ce sont les coopératives? Est-ce que ça doit être l'État qui doit gérer ça? Comment vous voyez un peu ce... Enfin, nous, le modèle qu'on prône, les quelques exemples qu'il y a dans le département vont dans ce sens-là, c'est que l'agriculture doit être fortement investie dedans. Mais il ne faut pas le faire tout seul, il faut que les collectivités s'investissent, et vous citiez Surgères, je crois que c'est justement un exemple là-dessus, parce que la collectivité, pour elle, c'est aussi l'assurance de produire de l'énergie chez elle, d'avoir aussi une agriculture, ça accompagne l'agriculture, ça permet le maintien de l'agriculture. Et pour que le projet soit bien ancré dans le territoire, je crois que l'investissement de la collectivité est important. Alors vous parliez de grandes usines ou entreprises, nous on n'est pas très partant pour faire des grosses structures. Les structures où on va chercher la ressource, on voit bien ça se limite à une quinzaine de kilomètres. Si on veut transporter des produits végétaux ou des fumiers et des lisiers, il ne faut pas qu'on dépasse les 15 km, donc il faut de l'élevage autour. Mais donc, essayons plutôt d'implanter ces usines à taille plutôt moyenne, alors je ne sais pas ce qui est grand ou petit, mais enfin essayons d'implanter ces usines sur le territoire, et en plus il y aura la proximité de la consommation d'énergie, le gaz on peut le stocker, on le réinjecte dans le réseau. Donc non, on n'ira pas faire des grosses structures internationales, plutôt on crache sur le territoire. Oui, puis ça permettra aussi à certains agriculteurs d'avoir un revenu supplémentaire, un complément de revenu. Oui, absolument. Oui. En plus de la production par panneaux solaires, on le voit, ça par contre, ça se développe de plus en plus. Effectivement, ça pourrait être une solution à la problématique des revenus agricoles. Voilà, et puis d'autres cultures où les années où on ne peut pas faire des productions parce que ça a noyé, on a semé trop tard. Enfin, c'est aussi la possibilité parfois d'avoir un peu de souplesse. On produit une culture, elle fait un peu ce qu'elle peut, mais en tout cas, on la valorise au travers du gaz comme ça. Donc, il y a aussi des belles opportunités là-dessus. Justement, on parlait du revenu des agriculteurs, on va y revenir, et des structures qui peuvent se monter. Le salaire moyen d'un agriculteur annuel, selon l'INSEE, c'est 21 000 euros. La coordination agricole a épinglé récemment les dirigeants des coopératives agricoles, quand certains cadres touchent jusqu'à 350 000 euros par an. Quelle est votre position là-dessus? Cette même coordination agricole parlait d'opacité. Oui, alors c'est un peu le paradoxe, parce que les coopératives, c'est quand même bien les agriculteurs qui les dirigent. Effectivement, enfin, qu'on arrive à des niveaux de revenus comme ça, bon, c'est pas des revenus que je connais, moi, en tout cas dans les structures autour de moi. Oui, quand on arrive à ce niveau-là, enfin, vu le décalage qu'il y a par rapport à l'agriculture. Ça, clairement, mais bon, j'en connais pas en Charente-Maritime, en tout cas, parce qu'il n'y a pas de... Quelle solution par rapport à ça? Est-ce qu'il faut faire le ménage?
Là, je crois, c'est aux responsables agricoles et les administrateurs des coopératives, ce sont les agriculteurs. Donc je pense que c'est à eux à un moment donné. Alors je sais que parfois pour aller chercher des compétences, c'est qu'on est aussi sur un marché et quand on veut des compétences humaines, il faut mettre le prix parfois. Mais après, c'est pour quel projet en face, quoi. Donc je pense que c'est aux administrateurs des coopératives aussi d'être responsables à un moment donné, d'exiger la transparence là-dessus. Et puis de se rappeler du rôle de la coopérative. Vous êtes dans une coopérative vous-même? Ah oui, j'en suis, oui, mais une taille beaucoup plus restreinte que la coopérative de Courson. C'est vraiment une petite structure locale et on est très loin des 350 000 euros. Oui. Je peux vous le garantir. Mais d'ailleurs, il y a une mission parlementaire qui a été lancée là-dessus pour obtenir un peu plus d'informations et faire un petit peu la transparence sur ces disparités entre l'agriculteur qui, lui, est boss et le cadre dirigeant de la coopérative qui... Enfin, certainement pas tous, vous l'avez dit, qui vit bien, quoi. Généralement, en plus, ces salaires-là sont pas connus en fait des adhérents des coopératives. C'est ça que pointe du doigt. Oui, la coordination agricole. Oui. Ils ne sont pas connus, mais ils peuvent le connaître. Ça fait quand même partie d'un droit d'un adhérent de coopérative. Alors après, c'est vrai qu'il faut oser le demander. Parfois, c'est la difficulté. Effectivement, c'est pas affiché sur la place publique. Ouais, mais ça pourrait être une transparence. Il pourrait y avoir plus de transparence. C'est un droit de l'adhérent, clairement. D'accord. On va passer tout de suite à la question surprise. Bonjour, Luc Servant. Nous sommes retrouvés au sens complet du terme, avec plaisir, au dernier salon international de l'agriculture à Paris, avec le président Rousset et Christelle Morancet, présidente de Pays de la Loire. Vous avez fait l'honneur de participer à une discussion sur le Marais Poitevin. Donc j'ai hésité dans un premier temps à vous poser des questions sur votre vision historique de Lovamour à la Greffe-Mignon, où vous vous interrogez sur les réserves de substitution. Mais comme c'est des sujets classiques sur lesquels vous et moi nous sommes pas mal exprimés ces derniers temps, en tout cas pour le deuxième, j'ai plutôt envie de vous demander quelle est votre vision actuelle du parc du Marais Poitevin et de son devenir. Voilà, comment vous voyez les choses, comment vous voyez ce territoire de compromis, comme je le rappelle souvent, et comment vous voyez l'avenir, notamment du monde agricole et de l'agriculture sur l'ensemble du Marais Poitevin. Bon, pas sur Lovamour. Non, effectivement. Puis là, j'aurais été un peu plus en difficulté pour répondre. Non, mais par contre, la question est très intéressante et très bonne, justement, par rapport, venant du président du parc du Marais Poitevin. Moi, je suis impliqué depuis très longtemps dans ce parc, au travers des chambres d'agriculture, et puis même auparavant, puisque effectivement, j'y vis aussi dans le parc. Moi, je crois que ce parc, alors nous on le dit au niveau de la profession agricole, on a très bien travaillé avec le parc du Marais Poitevin, ce qui n'est pas le cas partout, mais on a très bien travaillé, puisqu'on avait à la fois une vision partagée, je crois, et puis une écoute mutuelle. Et donc le monde agricole, aussi bien du côté vendéen, qui représente quand même la plus grande surface, que du côté de Sèvres ou Charente-Maritime, le monde agricole a compris qu'il fallait essayer de maintenir cette zone à enjeu fort, et donc il fallait faire évoluer nos pratiques. Et donc si les mesures agri-environnementales se sont mis presque dans un premier temps, ça a commencé un peu ici, des mesures agri-environnementales qui accompagnaient l'agriculteur qui voulait maintenir de l'élevage plus extensif, et c'était aussi à l'arrêt à ce moment-là peut-être de la mise en culture du Marais Poitevin. Donc l'agriculteur est accompagné, mais pour avoir une forme d'agriculture à base d'élevage et d'élevage extensif, qui n'est pas effectivement une culture qui va être très très rentable ou très très compétitif. Mais en contrepartie, il y a un système d'aide, et on a toujours travaillé là-dessus, et au sein du parc, et après même avec l'établissement du public du Marais Poitevin, on a toujours essayé de trouver les consensus. Et en même temps, je dirais, le parc a compris qu'il fallait une agriculture qui vive dessus. Et ça, c'est pour évoquer la vision à plus long terme. Il faut qu'il y ait une agriculture qui reste sur ce marais, qui en vive, et donc avec aussi un élevage qui ne soit pas, comme vous le disiez pour la PAC tout à l'heure, uniquement sous perfusion, c'est-à-dire qu'il doit produire un peu et dégager un résultat. Et pour ça, c'est toujours le juste équilibre de la question de l'eau, de la gestion de l'eau, entre l'équilibre pour la biodiversité, pour le maintien de la zone humide, et l'équilibre aussi pour que l'élevage puisse arriver à vivre et qu'on trouve des agriculteurs qui viennent s'installer, parce que c'est aussi quand même un enjeu fort.
Et en fait, on y arrive. Hein, bon, c'est la question. Alors, il faut gérer au plus près, il faut beaucoup échanger, il faut regarder de manière très précise à quel niveau on est. Des fois, c'est à la journée près pour sauver un foin, par exemple, une production de foin, et ne pas complètement inonder le marais. Mais moi, je suis plutôt optimiste parce qu'il y a eu sur le marais Poitevin, parce qu'il y a vraiment cette compréhension mutuelle, cet historique de travail, et on ne le retrouve pas partout, clairement, sur d'autres territoires en France sur lesquels j'ai eu l'occasion d'aller, où c'est plus tendu. Mais là, je pense que je serai serein, en tout cas pour l'avenir, sur le parc. Dernier point avant de clore cette émission. Toujours le même dossier qui revient inlassablement. Ce sont les retenues d'eau, les bassines. On ne pouvait pas ne pas en parler avec vous. Yannick. Effectivement, difficile d'avoir comme invité le président régional de la Chambre d'agriculture sans lui parler des réserves de substitution. La situation est très tendue. Il y a eu des incidents à la Laigne qui sont terminés au tribunal d'ailleurs, même si les 2 agriculteurs ont été relaxés. Quelle est votre position, vous, par rapport à tout ça? Est-ce qu'on ne risque pas d'aller vers un affrontement plus important? Est-ce qu'on peut parler de ZAD? Est-ce qu'on ne peut pas se retrouver dans les mêmes conditions que l'aéroport de Notre-Dame-les-Landes, où là, ça a duré des années avant que les choses redescendent? Il y a des crispations, il y a de la colère, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Il n'y a pas que les écologistes qui sont pas contents. Quelle est votre réaction par rapport à cette... Oui, c'est un enjeu fort et sur le territoire, et ça fait presque le lien avec la question précédente, et l'enjeu de l'eau sur le marais Poitevin, puisque le stockage, c'est aussi une des réponses apportées à l'agriculture et en même temps à l'enjeu environnemental de moins prélever l'eau l'été. La situation aujourd'hui, il y a eu quand même beaucoup de discussions qui ont eu lieu, il y a eu un protocole qui a été signé, alors peut-être remis en cause. Moi, je crois qu'il faut... qu'on puisse arriver à se remettre autour de la table, même si ça ne semble pas évident. Il faut apporter les arguments techniques, je crois, économiques et scientifiques de ce qui est proposé aujourd'hui. Après, il y a des questions on le sent, des questions fortes qui restent sur la capacité à les remplir, sur l'impact que ça peut avoir à les remplir l'hiver. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Moi, je crois qu'à un moment donné, je sais que c'est ce qu'essaie de faire l'État, de dire on se remet autour de la table et on essaie de s'écouter. C'est encore possible. Je l'espère en tout cas que ce soit encore possible, mais en tout cas c'est l'issue. Si effectivement il n'y a pas cette démarche-là... Aujourd'hui, il n'y a plus de dialogue. Oui, il n'y a plus de dialogue. Alors je sais qu'il y a une nouvelle préfète qui est arrivée en Deux-Sèvres et qui se dit je vais essayer de remettre autour de la table. Après, on a eu tout le travail fait au niveau national sur le Varenne, justement agricole de l'eau et du changement climatique, qui est là pour mettre en avant les projets de territoire, parce que ce qui a été mis en place ici, projet de territoire, travaillé, signé avec un protocole, c'est à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut développer. D'ailleurs, c'est une des solutions pour la question de l'eau, puisqu'il va falloir réduire les prélèvements l'été de manière forte, on le sait. Puis l'agriculture aura aussi besoin d'eau. Mais là, effectivement, il y a aujourd'hui alors des incompréhensions, des problèmes d'écoute qui vont très loin quand même, puisque effectivement, ça va jusqu'à la destruction d'ouvrages, c'est très tendu. Et des confrontations physiques. Et des confrontations qui pour l'instant, pas encore trop, mais... il y a eu cet incident à la Laigne avec des voitures de journalistes qui ont été visées par des engins agricoles. Oui, non, mais voilà, on en arrive dans les situations tendues de partout, et donc il faut éviter l'escalade. Moi, aujourd'hui, je dis que la solution elle passera encore par l'écoute, par le dialogue, et puis pour apporter les éléments, les arguments. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres issues ailleurs. Votre porte est ouverte aux anti-bassines ? Ah, mais je pense qu'aujourd'hui, pour apporter, pour répondre à leurs questions et puis échanger peut-être, parce qu'apparemment, il y a des interrogations qui sont là, apporter les éléments, alors peut-être qu'ils peuvent être mis à défaut, je ne sais pas aujourd'hui, mais enfin, en tout cas, on a aussi des éléments techniques qui sont là. Et un vrai débat contradictoire. Ouais. Alors, qui aurait dû avoir lieu, puisque dans le cadre du protocole, c'est vrai qu'il y en a qui sont sortis à un moment donné de la discussion, en pensant ne pas être écoutés. Effectivement, c'est à partir de ce moment-là, je pense, où quand on ne peut plus discuter, les chemins sont différents. Mais de toute façon, ça ne pourra pas passer par autre chose qu'à un moment donné, essayer de il faut se remettre autour de la table. Oui, je pense qu'il faut le faire. Oui, il y a après que chacun apporte ses éléments. Il y a, à mon avis, difficile de trouver une autre issue, sinon que l'escalade dont on ne sait pas où ça pourra finir, quoi. On arrive au terme de l'émission. Comme je vous le disais, vous avez 2 minutes
pour nous parler soit revenir sur un sujet que l'on a évoqué pour aller un petit peu plus loin, soit parler d'un choix que l'on n'a pas évoqué pendant l'émission. Voilà, vous avez carte blanche, on vous écoute. Non, mais je reviendrai quand même sur le sujet évoqué sur l'avenir de l'agriculture et sur l'attente du monde agricole pour recevoir justement des nouveaux, des jeunes qui veulent s'installer. Parce qu'on voit le dernier recensement, hein, on l'a dit, ça baisse toujours. Il y a une demande qui est très forte vis-à-vis de l'agriculture. Il n'y aura pas assez d'agriculteurs aujourd'hui pour répondre à tout ça. Et donc, il faut vraiment qu'on ramène aujourd'hui, qu'on puisse accueillir des jeunes ou des jeunes ou des moins jeunes, hein, ou des gens qui veulent monter leur projet. Je trouve qu'on a quand même la chance dans l'agriculture de pouvoir monter son projet qui va être très différent. Celui qui veut s'installer, enfin on l'a cité aujourd'hui, beaucoup de production, beaucoup de possibilités. Celui qui préfère le contact, la relation avec le consommateur ou avec le touriste ou celui qui aime les animaux. Enfin, il y a beaucoup de possibilités, de petite taille, de grande taille, d'autres ressources sur l'énergie. Et je crois qu'actuellement, s'il y a les jeunes, on le voit bien, hein, il y a une évolution de la société. Beaucoup de jeunes qui veulent monter leur propre entreprise, alors une micro-entreprise, enfin beaucoup de choses qui apparaissent. Mais là, on est vraiment sur un secteur porteur qui offre beaucoup de possibilités. Et la difficulté qu'on a, c'est justement pour aller expliquer ce qu'est l'agriculture aux jeunes. Donc aujourd'hui, on voit, il y a beaucoup, c'est un peu l'époque des forums, voilà, les jeunes se posent la question pour quelle orientation, qu'est-ce qu'ils vont faire à la sortie de la 3e ou après le bac. Donc on essaie d'être présent, mais on ne peut pas non plus être partout. Et pour les jeunes qui nous écoutent, je dirais, moi j'aurais envie de dire, mais venez voir le monde agricole, parce qu'on fait aussi des journées portes ouvertes, hein, des salons. Il y a eu le salon de l'agriculture. D'ailleurs, pour information, après le salon de l'agriculture, on a toujours une montée un peu en flèche des jeunes qui viennent justement dans ces points infos. Parce qu'ils vont au salon et ils se disent pourquoi pas, quoi. Bon, on aura le salon à Bordeaux au mois de mai aussi. Donc moi je dirais aux jeunes, venez nous voir si on n'a pas le temps d'aller vous voir vous, s'il n'y a pas le contact. Venez nous voir faire des stages découvertes parce qu'il y a aujourd'hui voilà, beaucoup de demandes dans l'agriculture. Il y aura beaucoup de besoins dans les années à venir. Et puis, moi, voilà, pour répéter, je reste optimiste à long terme. Je crois vraiment qu'il y a des opportunités pour des jeunes et puis, voilà, qui veulent monter leur projet, qui veulent avoir leur propre expérience. Surtout, venez nous voir. Alors, j'ai juste une toute petite dernière question qui me vient comme ça en vous écoutant et notamment en parlant des jeunes. Je me pose la question, est-ce que les programmes au sein des lycées agricoles sont toujours en adéquation avec le monde de l'agriculture d'aujourd'hui, à votre avis? Alors, au sein des lycées agricoles... Non, alors c'est qu'on l'a dit nous aussi à plusieurs reprises à un moment donné, parce qu'on a beaucoup orienté l'agriculture sur de l'environnement, sur d'autres enjeux, mais pas assez production finalement, et on voit qu'on a des difficultés à avoir des jeunes qui sont issus de la production. Par contre, je dirais, ce sera peut-être, alors c'est peut-être pas exactement la réponse à votre question, mais sur les lycées, les collèges, tout ce qui est d'enseignement général, alors là, on n'enseigne plus l'agriculture, même dès la primaire ou au collège, on ne parle plus d'agriculture, alors que l'enjeu aujourd'hui est crucial. Moi, je le dis souvent, nous, on avait en géographie l'industrie, l'agriculture, enfin, on voyait les différents pans. J'ai regardé le programme de mes enfants, on ne parle plus d'agriculture. Donc, comment est-ce qu'un jeune peut savoir ce qu'est l'agriculture, ce qu'il a dans son assiette, d'où ça vient? Et là, je crois que c'est dommage, il faut vraiment qu'on remette ce sujet, je pense. Peut-être un agriculteur, futur ministre de l'Éducation nationale. Là, ça pourrait peut-être fonctionner. C'est une autre question. Effectivement, je pense que comme ça, on parlerait d'agriculture. Je l'espère, en tout cas. Merci, Luc Servan. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci, messieurs. Merci. Et puis, eh bien, nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité à la même heure. Portez-vous bien. À bientôt.